mardi 9 juin 2023, 20h30, la porte est ouverte pour ceux qui souhaitent y assister donc physiquement. Et puis donc il y a une petite retransmission comme d'habitude Facebook. Absents et excusés, donc Antoine Piel et Nadège Bordereau. Xavier Lannelong également. Bon, Xavier, on sait qu'il est lourdement accidenté de toute façon. Nadège qui a maintenant deux métiers, donc qui travaille le soir aussi, ça commence à devenir un peu plus compliqué pour elle. Et Antoine. Donc, un pouvoir a été donné par Xavier Lannelong à moi-même. Donc, j'ai sa procuration, son pouvoir. Il nous faudrait un ou une secrétaire de séance volontaire. Fabrice. Bien. Approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Je vais vous lire les nouvelles versions abrégées maintenant, telles que la loi nous demande de présenter les procès-verbaux des conseils municipaux. Donc, il s'agissait de la convocation du 14 décembre pour un conseil, une réunion ordinaire, le lundi 19 décembre à 20h30. Lecture et approbation du dernier conseil a été fait. La délibération numéro 1 portée sur la politique territoriale d'équilibre de peuplement avec un avis sur le plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur de logement social pour le territoire de l'agglomération de La Rochelle. C'est une charte de bonne conduite et d'amélioration pour la communication, la transparence et l'accompagnement des demandeurs de logements sociaux. Donc, c'était pour savoir si nous étions d'accord pour donc cette nouvelle charte. Il se trouve que le vote s'est exprimé à l'unanimité pour. Également, une délibération portant désignation d'un représentant au sein de l'Assemblée générale et d'un délégué au sein de l'Assemblée spéciale de la Société publique locale départementale, la SPL, créée par le Conseil départemental, ont été nommés pour l'Assemblée générale Jean-Jacques Noël, pour l'Assemblée spéciale Aurélie Duville-Pinot. Charge à eux d'échanger sur la question en fonction des convocations et de leur disponibilité. Le vote s'est exprimé également à l'unanimité. Une délibération sur les finances avec une ouverture de crédit supplémentaire à l'article 261 pour justement la prise de participation au capital de la SPL. Bon, cette délibération en fait, a été mise de côté parce qu'elle va pouvoir attendre, elle a été retirée de l'Assemblée, puisqu'elle va pouvoir attendre, la SPL du Conseil départemental attendra que nous ayons voté le budget sans problème. Et une délibération sur l'urbanisme, aménagement de sécurité devant l'église, donc avec la création d'un parvis protégé devant l'église, un petit parvis, et d'un ralentisseur qui en même temps permet l'accessibilité donc à l'église de Clavette, et un ralentisseur sur la départementale 203, la rue du Moulin, sur un montant total de participation de 22 284,58 €. C'était une proposition de la DIL, du conseil départemental, de plans qui ont été validés par eux, qui vont être représentés ultérieurement, puisque c'était une première esquisse de plan, pour déjà voir si sur le principe nous étions d'accord pour la création d'un ralentisseur rue du Moulin et d'un mini-parvis et d'une mise en accessibilité de l'école. Pareil, pas de l'école, de l'église, pardon. Donc, le vote s'est également exprimé à l'unanimité. Et voilà. Est-ce que vous aviez des remarques sur le dernier conseil municipal? Pas de remarques? Donc, alors, nous allons pouvoir passer donc à la première délibération. C'est un avis de la commune sur le projet de modification numéro 1 du plan local d'urbanisme intercommunal. Je précise, ça n'est pas une révision du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal,
intercommunal, c'est une modification simple. Donc, il n'y a pas de création de nouvel espace, il n'y a pas de zone agricole qui passe constructible ou de zone constructible qui repasse agricole ou quoi que ce soit. C'est juste des rectifications, corrections à la marge. Le dernier PLUI, le premier d'ailleurs PLUI de l'agglomération date de décembre 2019. Depuis, il y a des constructions, des aménagements qui se sont faites. Donc, il y avait nécessité de corriger de façon simple ou des erreurs, ou d'améliorer des propositions, etc. derrière. Donc, les modifications envisagées dans le cadre de la procédure portée par l'agglomération, qui deviendra effective à partir de juin 2023, fin juin 2023, ne portent pas sur les orientations du PADD, ne portent pas sur des choses compliquées. Elles ont été soumises, proposées d'abord et soumises à la préfecture, à l'avis de l'autorité environnementale, et à une évaluation. Elles ont été donc couvertes en concertation publique générale entre le 14 février 2022 et le 16 septembre 2022. Il y a eu une délibération qui est passée, non pas dans les communes, mais dans le cadre de l'agglomération du conseil communautaire le 20 octobre dernier. Le projet de modification simple a été ensuite notifié aux personnes publiques associées, c'est-à-dire entre autres la Chambre d'agriculture par exemple, ou les communautés de communes aux alentours, etc. Et un envoi a été fait aux maires des communes de l'agglomération, donc fin novembre. Il sera ensuite procédé à une enquête publique pour le projet global, auquel sera joint, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées, des communes, de l'autorité environnementale, ainsi que le bilan de la concertation. Et l'ensemble a besoin d'être présenté une première fois fin janvier de cette année, pour ensuite mettre en compatibilité avec le plan climat-énergie territorial, etc., le PLH derrière. Donc, après délibération, voire aménagement, correction nouvelle par rapport à ce qui nous est proposé, et à la suite de la commission qu'on a eue tout à l'heure sur le sujet. Il y a une prise en compte des besoins de la communauté d'agglomération qui va être fixée. Et puis, il s'agira ensuite d'intégrer le schéma directeur d'assainissement collectif aussi, qui est en cours de modification sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Entre autres, dans les informations, on sait qu'à long terme, pas immédiatement, mais par exemple, tout Croixfort passera en assainissement collectif, mais pas tout de suite. Clairement, je dis, quand un plan est voté, le temps qu'il se mette en œuvre, ça peut mettre 15 ans. Donc, pas d'impatience pour les habitants de Croixfort. Je suis désolée, Fabrice, tu ne bénéficieras pas tout de suite, en tout cas, tu ne bénéficieras plus de l'assainissement collectif. Voilà. Mais malgré tout, c'est toujours intéressant comme ça de modifier, d'aménager, de corriger en fonction des erreurs identifiées. Alors, dans ce schéma, il y a également l'hôpital, il y a tout un ensemble de choses qui ne nous concernent qu'en partie. Mais par contre, pour ce qui est de Clavette, les pièces proposées à la modification pour l'ensemble du PLUI, dans le cadre de notre procédure actuelle pour la commune, portent sur déjà ce qu'on appelle les AOP, c'est-à-dire opérations d'aménagement programmées, qui avait été, je peux éternuer à vos souhaits, qui avait été donc proposé sur la commune, qui sont là où il y a des axes ou de densification ou d'évolution future avec la création de voies de circulation. Par exemple, l'AOP qui s'appelle Fief Nouveau, qui est une très longue AOP, opération d'aménagement programmée,
est amené à faire une voirie en continuité du chemin du Dognon par donc Charon-Forgeron, qui va descendre parallèlement. Donc, dans le futur, si un jour l'aménagement se fait, hein, il n'y a pas d'urgence, c'est de l'inscription à très long terme, mais parallèlement à la rue du Moulin, qui sortira sur la ruelle de la Garenne, par exemple, de façon à éviter, quand il y aura construction sur le terrain actuel, par exemple, où il y a les chevaux, etc., éviter qu'il y ait des grandes voiries individuelles pour chaque maison. Donc ça, c'est le premier point. Sur l'ensemble de l'agglo, il y a plus de 20 OP modifiés, 27 recréés, 4 supprimés, etc. En ce qui nous concerne à Clavette, 3 AOP ont été modifiés. Donc, les pièces modifiées pour la commune concernent donc l'AOP d'ensemble dont je viens de parler, celle qui descend du Dognon, qui longe donc la rue du Moulin, qui va jusqu'à la ruelle de la Garenne et qui descend après sur les terrains, donc Rousseau et Testo également. Donc celle-ci a été un peu modifiée, aménagée pour créer d'abord une bande de plantations et bocagères tout le long de cette longue AOP. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a des terrains avec des maisons constructibles à 8 ou 9 mètres de hauteur. De l'autre côté, il y a des terrains avec des maisons constructibles maximum 6 mètres. Donc, pour éviter de la co-visibilité entre ces deux zonages qui se touchent immédiatement, on a demandé la création tout le long d'une haie bocagère épaisse qui fasse barrage visuel, qui permette d'éviter que les fenêtres des étages supérieurs des maisons construites dans la zone, on va dire, patrimoniale la plus ancienne de la commune, qui donne droit donc à plus de densification à la construction et plus de hauteur de construction, ne gêne et ne crée de la co-visibilité par rapport à la zone immédiatement qui jouxte. Il y a aussi l'intégration du fait que la famille Rousseau, pour nous céder une partie du terrain de l'école, a divisé en deux son terrain à l'arrière, souhaitent nous en vendre une partie, mais donc en garder une partie de leur côté. Donc il y a aussi un réaménagement à ce niveau-là aussi, pour également de la haie bocagère, celle-ci qui va être, mitoyenne, de façon à ce qu'il n'y ait pas les écartements et la perte de terrain pour séparer les deux parcelles, la création d'une placette ou de stationnement, mais surtout de dépose minutes pour la desserte de l'école qui est prévue, sachant que les terrains de Testo et Rousseau sont immédiatement collés à l'école et donc ont pour destination, en partie, pas en totalité évidemment, mais en tout cas dans la partie immédiatement collée à l'école, de permettre la déconnexion de l'entrée de l'école, non plus par le grand chemin avec 14 à 15 000 véhicules jour, mais par la ruelle de la Garenne. Donc cette AOP a été modifiée en intégrant on va dire ces bocagères nouvelles, ces mitoyennes, la destination d'ouverture vers l'école, etc. L'autre AOP qui a été modifiée, c'est donc l'AOP, que je ne dise pas de bêtises, elles ont des noms différents. Donc c'est l'AOP qui concerne le rabot, le petit rabot, exactement. C'est celle qui couvrait la Renaudière et le terrain de la famille Vrignot. C'était une AOP globale qui portait l'ensemble des deux terrains en même temps, puisque la Renaudière maintenant est en cours de construction. Donc l'AOP va être refaite en éliminant donc la partie Renaudière. Et la famille Vrignot a demandé le classement de très beaux arbres qu'ils ont sur leur parcelle. Donc on a intégré le classement des arbres sur cette parcelle, ce qui réduit d'autant la constructibilité et le nombre de maisons qui pourront être construites, puisque évidemment l'emprise de ces arbres sera maintenue. Ce sont des gros tilleuls qui ont plus de 50 ans, certains plus encore, et qui sont vraiment très beaux et qui forment un alignement.
qu'on n'avait pas fait inscrire sur le PLUI d'origine. On oublie toujours beaucoup de choses. Là, ça permet de corriger ce genre de choses. L'AOP numéro 3, le Goyo, c'est suite à une parcelle qui a été construite. Donc, la nouvelle AOP devra être recalculée, enfin, a été recalculée en soustrayant, en retirant donc le terrain déjà construit avec là les maisons qui sont dessus. Donc c'est un réaménagement de ce côté-là. 2 AOP pour donc opérations d'aménagement programmées ont été créées pour Croixfort. En fait, une, la dent creuse entre les maisons pour de l'habitation. Quand vous remontez avant le château d'eau sur la droite entre les 2 blocs de maisons déjà construites, et l'autre c'est dans la zone artisanale de Croixfort. C'est après le château d'eau et les locaux occupés par le CIVOM de la plaine de Nice. Donc ce sont des zones qui depuis longtemps étaient inscrites sur le plan d'urbanisme de Clavette, mais qui étaient ce qu'on appelait 2 AU ou AUX. Quand il y a 2 devant, ça veut dire que c'est pas immédiat, il n'y a pas de caractère de constructibilité possible. Là, elles vont passer en 1 AU ou AUX, ce qui veut dire que s'il y a un acquéreur, un lotisseur, ou s'il y a un aménageur pour des artisans sur la partie artisanale de Croixfort, donc là, les autorisations pourront être données d'aménagement. Croixfort, ce sera vraiment l'extrême bordure. Clairement, ce seront les seuls terrains qui seront sur Clavette. Ça nous donnera un peu de taxe foncière des entreprises, puisqu'on perd Corian, on gagne sur Croixfort derrière. Et puis après, l'aménagement sur la dent creuse entre habitat, là, avant d'arriver au château d'eau et au rond-point, correspond à approximativement, il faudra vérifier en détail, mais à 6 maisons maximum. En fait, ce n'est pas une grosse opération si elle se fait. De toute façon, nous donnons nos avis, nous pouvons réaménager, apporter des corrections, etc. Et à nouveau, je vous l'ai dit en introduction, il y a relecture, ça repasse devant les personnes associées au conseil communautaire ou autre, voir si on n'est pas d'accord devant les communes, ça se retravaille un peu, et ça ne sera réellement mis voté et mis en opérationnel qu'à partir de mi-2023, pas avant fin juin, début juillet 2023. Dans la liste également, il y a les espaces réservés, dont l'espace réservé à côté de l'église, prévu aussi pour du parking également. Mais il n'y a pas de création de nouveaux espaces réservés. C'était juste des mini-corrections à côté, là, avant il y avait un espace réservé, rien n'était dit dedans, c'était un espace réservé, la commune n'avait pas dit pourquoi. Là, la commune dit simplement qu'à côté de l'église, l'espace réservé, c'est pour la création d'une mini-piècette, une dizaine de places de parking, par exemple, de stationnement, ce qui n'est pas un luxe à côté de l'église parce qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de trottoir, c'est très étroit, et puis éventuellement 1 ou 2 appartements ou mini-maisons adossées derrière, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la possibilité aussi de... Après, les AOP, il y a des intentions dessus, mais rien n'est écrit de façon définitive, sauf 1 ou 2 cas, un aménagement de stationnement donc sur la première AOP Fief Nouveau pour éviter qu'une construction se construise. Donc c'est du stationnement et du local poubelle qui est construit à un endroit pour éviter que ça monte trop et que ça fasse de l'ombre à une maison qui est juste derrière, existante, puisque ça masquerait complètement l'éclairage plein sud, donc c'est un peu dommage. Donc c'est la seule inscription réelle. Il y a également donc, dans les modifications 5 pour la commune des arbres protégés supplémentaires, des personnes privées qui souhaitaient faire protéger leurs arbres, comme la famille Vrignot donc sur son terrain à côté de la boulangerie, comme 1 ou 2 autres, Chantal même, tu as des arbres maintenant protégés aussi, 3 beaux arbres protégés. Si vous avez sur la commune des gens qui souhaitent faire protéger leurs arbres,
qu'ils prennent contact avec nous. On les propose à l'agglomération. Suivant l'âge, l'état, la qualité de l'arbre, il peut être inscrit comme patrimoine protégé. Et il y a du petit patrimoine bâti, ce qu'on appelle le patrimoine vernaculaire, qui est type très belle margelle de puits ou maisonnette très particulière, façade un peu spéciale. On en a une sur le Grand Chemin. Là, c'est pour une maisonnette aussi sur une propriété qui est très ancienne et qui a un système de marche avec des vraies grandes pierres de taille qui montent en extérieur, avec comme une petite mezzanine extérieure avant de rentrer à l'intérieur. Donc voilà. Les modifications proposées pour la commune de Clavette sont quand même assez limitées. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra dans ce cas-là les intégrer avant même de passer au vote de la délibération. Si vous avez un avis à donner, c'est le moment. J'ai une question sur le patrimoine bâti, là. Oui. Ça se situe où ? Alors, le patrimoine bâti, il y a des murs en moellon, des murs en pierre de taille qui n'avaient pas été identifiés par l'agglomération, qui a été rajoutés le long de chez Decoer. Un grand mur en moellon. Il y a une maison traditionnelle typique dans l'enceinte de la collégiale, celle qui est avec les pierres de taille qui sortent. Il y a un puits qui a été rajouté, qui avait été oublié, qui est un puits sur le Grand Chemin à côté de chez Seguin. En fait, si vous regardez, il était couvert de végétation, il n'avait pas été repéré par l'agglomération et ce sont les propriétaires qui nous ont alertés. Donc, c'est le passage pour aller sur une maison au fond. En fait, le mur en pierre de taille fait un décrochement en angle et à l'intérieur de cet angle, il y a un puits bas, mais avec une très belle pierre de taille, complètement recouverte de lierre. Donc ça, c'est un vieux puits qui a été... très souvent, ce sont les propriétaires qui nous signalent quand ils ont un puits. Après, tout n'est pas forcément accepté. Il faut vraiment que ça ait du caractère, que ça soit donc un beau puits en pierre, une belle margelle, que ça soit une entrée particulière, une grange particulière. J'ai découvert par hasard que ma grange, qui est juste ma grange d'entrée, qui est très haute, avec un toit très en pente, mais avec un grand cadre en pierre de taille, s'est retrouvée inscrite en petit patrimoine sur le PLUI en 2019. Donc en fait, ça provient soit des propriétaires privés qui veulent faire inscrire un bel arbre, un bel élément patrimonial, soit des services de l'agglomération qui passent dans les communes, qui font des photos. Il y a un portail d'entrée à un moment sur le chemin des Billettes. Il y a des choses comme ça, comme à Corian, il y a le vieux pigeonnier, par exemple. Donc ce sont les provenances des éléments qui sont mis à l'inscription viennent soit des privés, soit des services de l'agglomération. Très souvent, les murs en pierre de taille sont des murs qui ont été repérés par l'agglomération et il y en a qui manquent. On le sait parce que comme ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur des propriétés, etc. Mais par contre, quand il y a des demandes de travaux qui sont faites par des personnes privées pour des créations d'entrées, d'accès, de garages, de piscines ou n'importe quoi, ou réaménagement de maisons. Dans la mesure où sur le permis, ils nous fournissent les photos, l'implantation et tout. Si vous avez par exemple un mur en pierre de taille en moellon, si vous êtes obligé de le casser en partie pour X ou Y raison, vous êtes obligé de le refaire à l'identique. C'est ce qu'on appelle la protection du petit patrimoine rural, vernaculaire. Alors, contrairement au patrimoine important, historique, il n'y a pas de zone de protection autour. Ça ne concerne que l'objet lui-même qui est inscrit. Souvenez-vous, en 2019, pour ceux qui ont regardé le dossier, il doit y avoir 6 ou 8 margelles de puits classées sur la commune. Il y a celle qui est sur la rue du Moulin, avant le cimetière à gauche. Il y en a, enfin à droite, à gauche, qui sont classées comme ça. On peut encore rajouter d'autres classements,
si vous estimez que quelque chose a un intérêt, mais c'est de toute façon l'agglomération qui valide en fonction de la qualité, de l'âge, et pareil pour les arbres, pareil pour tout élément autre qui pourrait être demandé au classement. D'autres questions? J'essaye d'être synthétique, mais si je vous parlais de l'urbanisme, ça pourrait prendre des heures. Vous connaissez bien le sujet pour avoir participé aux commissions. Voilà, pour Clavette, en fait, ça concerne vraiment que très peu de modifications. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Le 4 novembre, ah oui. Oui. Nous avons donc demandé que soit bien rajouté sur les éléments que l'aglo nous avait fait passer dans la OPFIF nouveau, la haie bocagère mitoyenne entre donc Rousseau et ce qui appartiendra à la commune. C'était un accord entre les deux parties. Et puis, il y a aussi une demande de classement d'un joli puits avec une belle margelle en fer forgé, voilà, sur une parcelle aussi qui a été oubliée dans les éléments qui nous ont été communiqués et qui avaient été demandés à l'origine par les propriétaires. En l'occurrence, c'est la famille Rousseau qui, dans les discussions pour diviser et nous vendre une partie du terrain, voulait absolument savoir ce qu'il y allait y avoir comme séparation, mur, grillage ou autre, et qui était donc intéressé par une haie bocagère, un espace boisé, plus agréable et vivant qu'une construction de murs. Voilà. D'autres questions? Non? Est-ce que vous avez eu les documents également? On en a parlé tout à l'heure. On peut revenir encore après dessus, éventuellement rajouter des choses et puis faire après un vote complémentaire au conseil municipal si d'un seul coup on se rend compte qu'on a oublié quelque chose. Aussi longtemps que l'agglomération, on a encore un petit mois. On a encore un petit mois pour boucler complément tout ça avant le vote. Non, je sais qu'Audrey, on n'a pas très envie, mais on pourrait encore, tant que toutes les communes n'ont pas voté encore cette modification simple du PLUI, on peut le faire en 2 fois. En urbanisme, c'est compliqué de pas oublier quelque chose. De toute façon, c'est tellement... la commune est quand même assez vaste. Je vais proposer le vote donc, du conseil municipal. Des votes contre. Des abstentions, donc une abstention, monsieur Miquan. Et donc les votes pour, y compris, donc moi j'ai 2 pouvoirs, un pouvoir, 2 personnes. Donc, donc 12. Merci. Ok. Vidéoprotection. Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la fameuse DETR, dans le cadre de la sécurité et du développement de la vidéoprotection. Je vais donner la parole à Catherine Neuvial. Là, il s'agit simplement d'une demande de subvention. Voilà, mais je vais quand même faire la genèse du sujet quand même, puisque ça remonte à 2021, donc on va... Donc en fait, pourquoi la vidéoprotection? C'est en effet à l'époque, ça avait eu en 2021, ça répondait à des actes d'incivilité, de vandalisme récurrents sur la commune de Clavette. Et donc le conseil municipal a décidé d'initier la démarche pour la mise en œuvre de la vidéoprotection dans la commune. Donc cette installation a 3 objectifs, donc prévenir et dissuader les passages à l'acte, diminuer le nombre de faits, renforcer le sentiment de sécurité, faciliter l'intervention des forces de l'ordre, identifier et interpeller les auteurs d'infractions, aider à l'élucidation des actes de malveillance. Donc, pour faire rapide, donc un travail conjoint a été réalisé entre le référent sûreté du groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime
et un groupe d'élus afin d'élaborer une stratégie dans l'installation de ce système. Donc un cahier des charges a été réalisé par Patrick Combé, le responsable des services techniques, et la commission a validé le projet sur 5 caméras. Donc je vous rappelle qu'il y avait une commission des finances le 5 avril 2022 qui présentait le projet d'investissement, ainsi que la délibération 11-04-2022-03 qui était relative à la présentation et au vote du budget 2022, primitif 2022. Le montant prévisionnel de cette opération est de 29 867,94 €. Donc je vous rappelle la délibération du 20-09-2022-03 qui était relative à la demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD. Et donc en fait, il est possible aujourd'hui d'effectuer une seconde demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, dans le cadre de la sécurité et du développement de la vidéoprotection. Donc alors, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2211-1, vu le Code de la sécurité intérieure et notamment des articles L 223-1 à L 223-9 et L 251-1 à L 255-1. Donc voilà, je vous demande si vous approuvez l'installation des caméras sur la commune. La dépense au budget de la commune, dépense au budget sera inscrite au budget. On sollicite un financement au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, donc c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous prononcer dans le cadre de la sécurité, du développement de la vidéoprotection. Et je vous demande si vous autorisez Madame le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Juste une précision, suivant le type de subvention, il y a pas beaucoup de temps pour les déposer. Non, fin de cette semaine, fin de semaine ça, simplement. On est pris par le temps en fait, quand on a su effectivement qu'il fallait les faire rapidement là, c'est la raison pour laquelle on vous a demandé de vous prononcer par rapport à cette demande à faire dans l'urgence. Voilà. Vous avez déjà décidé sur le positionnement des caméras? Alors, il y a des plans qui ont été déjà... il y a eu des commissions sur la question. Oui, ça... Au-dessus de chez toi. Rien sur le privé, sur tout l'espace public. Alors, c'est entrée de la commune, sortie de la commune, c'est City Park, ateliers municipaux, etc., place du pressoir. Là où on a eu des besoins, des incivilités. Ça nous a permis, l'épisode du Covid nous a permis d'identifier les zones importantes, justement, là où on avait vraiment besoin de mettre les caméras. Ça s'est pas fait tout seul, en fait, c'est effectivement, il y a eu Il y a une commission. Et il y a eu l'aide de la gendarmerie, bien sûr, parce que tout seul, si on n'est pas accompagné d'un gendarme référent, en fait, on ne peut pas présenter à la commission. Là, c'est pas nous qui décidons qu'on va les mettre à tel endroit. Il faut que ce soit validé par déjà le référent sûreté qui présente après, puisqu'il est à la commission, lui, et c'est lui après qui présente les dossiers. Ouais, ça passe vraiment sur une commission préfectorale qui analyse tout, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment être sûr aussi du type de caméra, être sûr que ça ne filme pas à l'intérieur des propriétés privées, etc. Voilà. Merci Cathy. Je vous demande de bien pouvoir voter. Y a-t-il des personnes contre? Des abstentions? Des votes pour? Je vous remercie. Merci. Bon, c'est vrai que la commission s'est réunie pas mal de fois. Oui. Je sais que Jean-Jacques en faisait partie, Fabrice en faisait partie, etc. Vous reverrez de toute façon le dossier. On avait rencontré, il y avait Jean-Jacques, oui.
On va l'oublier. Et on avait Et Brice, rencontré, ouais. on avait prospecté. Ils sont même allés voir sur place Oui, des communes qui étaient Saint-Vivien et Grefeuille-d'Aunis. Ils sont allés faire un travail. Saint-Gatien. Ouais. Ouais, ouais. Bourgneuf, mais qui ne se rééquipait pas pour faire du budget, mais qui avait mis autre chose à la place. Enfin, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous a aidé tout ça à prendre. Alors, transition écologique, une nouvelle modification des horaires d'extinction de l'éclairage public. Alors, la volonté de la municipalité est très claire, des actions en faveur de l'écologie, des actions en faveur de l'économie également, du budget de fonctionnement, de la maîtrise des consommations énergétiques parce que c'est non seulement l'avenir, mais ça va être de plus en plus cher. Donc derrière, y compris bien sûr dans le domaine de l'éclairage public. Avant de passer la parole à Bertrand, je vous rappellerai qui a suivi, monté le dossier déjà à l'ancien mandat. Je vous rappellerai juste, il y a deux choses primordiales à faire. Là, on va parler que d'éclairage public, mais ça va être la même chose à l'intérieur des bâtiments, etc. Partout où c'est possible. C'est qu'il va y avoir quand même un gros travail pour changer aussi les types d'éclairage pour consommer moins. Mais c'est un travail plus compliqué, il faut le faire emplacement par emplacement, lampadaire par lampadaire pour ce qui est de l'éclairage public. C'est un peu toutes les communes en ce moment qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui cherchent à obtenir des devis, des modifications, etc. Donc on a décidé de ne pas attendre les propositions définitives avec tous les scénarios de transformation, on va dire, de notre éclairage, des luminaires et tout, et de commencer donc déjà par l'extinction de l'éclairage public. Donc Bertrand, je te laisse développer un peu le travail. Bon, je vous fais lecture directement. Comme tu veux, Skit, tu peux simplifier. Tu connais bien un peu le dossier. Alors, je peux simplifier, effectivement. Qui est contre, D'accord. qui est contre. Alors, oui, il s'agit donc d'une prolongation du travail effectué en 2015, pour lequel on avait modernisé le parc de luminaires en apportant de l'éclarage à LED. Aujourd'hui, et en même temps, on avait également modifié le temps d'éclairage en faisant une restriction dans le milieu de la nuit de la période illuminée. Aujourd'hui, la chose la plus simple à faire et la plus rapide, c'est encore d'amplifier cette période d'extinction en ramenant l'extinction à 22h le soir, y compris le week-end. Est-ce qu'on peut juste préciser, pour rappel, que depuis 2015, il avait été voté une extinction de l'éclairage en 2 temps. Oui. Coupure en semaine, c'était 23h. Hein. Alors, coupure en semaine, c'était 23h et le week-end, 1h du matin. Voilà. C'est Ça, ce qui avait. C'est la situation actuelle. Oui. Avec un allumage à 6h30 le matin. Toujours un allumage par rapport au premier bus du Voilà. matin. Alors, voilà. Mais 1h, c'était pour les fêtards qui rentraient plus tard le week-end. C'était en 2015. Alors, pour rappel, le système est géré par des horloges astronomiques, c'est-à-dire que ça fonctionne avec le coucher et le lever du soleil. Voilà. Les changements d'heure. Et également les changements d'heure, effectivement. Aujourd'hui, le parc, il est composé de 280 luminaires. On a un temps d'éclairage de 1589 heures par an. Et on consomme environ 37,8 kWh. L'idée, en passant une extinction à 22 heures, c'est de baisser ce temps d'éclairage, de le ramener à 1029 heures, pardon, 1029 heures, exactement. Donc, je vais vous faire le calcul rapide, hein. Sachant que le kilowattheure moyen sur l'année 2022 est de 0,0916 euros kW, c'est la moyenne, donc ça veut dire que de toute façon, on gagnera forcément plus puisque le prix du kilowattheure augmente actuellement.
Donc, ça nous fait un delta de, je n'ai pas les chiffres en tête. Hein, Alors, je peux 22 vous les heures tout donner. le temps, oui. Alors, je peux vous les tu donner, veux. je peux vous les donner. Ça nous fait donc, voilà, ça nous fait donc une économie de 162 € par mois d'électricité, en pratiquant ce principe d'extinction, soit environ 1944 € à l'année. Le coût de la programmation des horloges, faite par Citeos, hein, qui est mandaté par le SDER, c'est 250 € hors taxe. Donc, le retour sur investissement est extrêmement rapide, c'est moins de 2 mois. Oui. Donc Ouais. de ce côté-là, c'est bien. Après, alors, le tout, c'est de savoir si on veut ou non pratiquer ça. Il faut juste qu'on vote. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il y aura une deuxième phase de proposition qui va consister à aller plus loin. On va plutôt aller sur le point technique, où il va s'agir de remplacer des ampoules actuelles avec des technologies plus anciennes, plus énergivores, par des ampoules LED, pour les luminaires qui peuvent les accepter. Il y aura un deuxième devis qui va consister à changer les lanterneaux, carrément, qui seront pour ceux les plus vétustes, ou ceux qui ne pourront pas accepter les ampoules LED. Et un dernier devis qui va consister à moderniser la totalité du parc, au-delà de ce qui a été fait en 2015. Voilà. Mais ça, pour l'instant, on n'est pas encore là. Normalement, Citeos a transmis les données au SDER la semaine dernière. On attend le retour du SDER. Donc ça fera l'objet d'une nouvelle présentation à un conseil municipal. Ça voudra dire aussi, de toute façon, voir au niveau budgétaire jusqu'où on peut aller Voilà, cette année, Bon. en 2023. c'est ça. Parce qu'on n'a pas autant de subventions qu'on a eu en 2015. Voilà, En 2015, parce il y a eu beaucoup c'est de ça. transformations, C'est ça. mais on avait... On a eu le cumul du SDER qui nous donnait 50% de la note, plus l'ADEME qui était de, je crois, c'est 20 ou 25. Voilà. 25. Donc le tout cumulé faisait que c'était très avantageux. On a presque le regret de ne pas avoir fait peut-être plus, mais bon, c'était comme ça. On était au maximum de Mais on notre était budget. peut-être au maximum de notre budget. Bon. Aujourd'hui, l'ADEME ne participera pas à ces frais-là, mais on aura quand même 50% de remise grâce au SDER. Donc, c'est quand Et même- plus l'électricité est chère, donc de toute façon, même avec moins de subventions, Voilà. ça reste très rentable. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, la rentabilité de tout cela, elle n'est pas encore faite. On ne peut pas encore la calculer. On attend les devis fermes définitifs. Voilà. L'histoire des 22 heures, c'est. Pourquoi 22 heures? Pourquoi Ouais. 22 heures bah, c'est quelque chose. On a dit jusqu'à présent, c'était. Moi, j'ai fait un petit peu mon enquête auprès de Citeos, qui agit sur toutes les communes de la CDA. C'est 22 heures qui ressort le plus souvent. Ça semble être un équilibre accepté. Dans la semaine, je pense que beaucoup de gens sont rentrés du travail avant 22 heures, pour la grande généralité des gens. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas étendre ce principe-là au week-end également. Voilà. Donc il n'y aura plus de différence, hein, pour répondre sur Facebook, il n'y aura plus de différence comme actuellement entre la semaine et le week-end. On s'est rendu compte à l'expérience, parce que c'est quand même testé depuis 2015. D'abord, au niveau cambriolage, ça n'a rien Il n'y a pas changé. de relation. Et aucune relation, il n'y a pas eu une seule attaque, cambriolage ou problème particulier. Il y a eu des nuisances la nuit, mais c'était à partir de 2 h du matin, etc., bien au-delà. Et c'était donc plutôt des jeunes sur des incivilités et qui fonctionnaient avec le smartphone, parce que c'est maintenant, on va dire, la torche acceptée de tout le monde pour circuler tout le temps. En fait, au niveau de la commune, de son fonctionnement, on n'a pas eu aucune problématique particulière. Ça a été bien accepté. On sait que pourquoi il y a autant d'écart et d'économies, parce qu'on se dit de 23 on passe à 22, et puis c'est pas simplement sur 2 jours de week-end aussi, parce que de toute façon,
à partir de, enfin, au solstice de fin juin, fait nuit jusqu'à 22h30. Donc ça veut dire que de mai à août, de toute façon, il commence à faire nuit seulement à 22h. Donc 22h, c'est vraiment en saison d'été intermédiaire, un horaire pour rentrer tranquille à la maison où il fait encore un peu jour. Et puis c'est surtout l'hiver qu'on a besoin d'éclairage aussi, quand il fait moins beau, quand il pleut ou autre. Bon, après, c'est difficile de savoir maintenant à quelle heure. On a beaucoup de familles avec enfants, donc on sait qu'ils sortent pas trop quand même, sauf le week-end, mais ou entre amis après, mais en semaine, visiblement. Quand vous circulez dans Clavette à partir de 21h30, 22h, c'est quand même très très calme. Et entre les éclairages des véhicules, les Porsche et les détecteurs de lumière que les gens se mettent de présence, que les gens se mettent devant chez eux, et maintenant les smartphones, il n'y a eu aucun problème particulier. La seule chose qui ne changera pas et qu'on a transformée, ça a été le parking de la place du Pressoir, le jardin, la place du Pressoir, où là, ce sont des détecteurs de présence que tu as fait mettre, qui eux, à n'importe quel moment, donc s'allument, même en milieu de la nuit. Mais ça a été provoqué quand on a eu plutôt la vague d'incivilité et avec des opérations de nuit, on va dire, qui passaient même par au-dessus les murets dans les propriétés privées et qui étaient plutôt de l'ordre de 2h du matin. Et c'était possible parce que c'est une alimentation séparée. Et il faut séparer l'alimentation. Ça a coûté de l'argent pour séparer l'alimentation. C'est pas le cas. Les autres, c'est des grandes zones. Et dans ces cas-là... C'est des réseaux, on ne peut pas prendre un indépendant. Voilà, ça serait des grandes zones complètes, plusieurs quartiers les uns dans les autres. Quand on agit sur un réseau, on agit sur toutes les candidats qui appartiennent au réseau. Oui. Mais ce qu'il faut C'est combien retenir, c'est que la d'horloges? vraie économie, finalement, on l'a fait sur la période du week-end. Oui. C'est là que- Oui, moi j'ai une question justement sur le week-end. Oui. Parce que autant la semaine 6h30, la semaine avec un premier bus à 7h10, Ouais. ça se tient. Mais par contre le week-end, on a le samedi notamment le premier bus qui est à 8h30. Donc pourquoi rallumer la lumière à 6h30 le samedi et le dimanche? On pourrait peut-être gagner également le samedi et le dimanche. Sauf qu'il faudrait faire une analyse des tous les gens qui travaillent dans les commerces ou autres. Il faut faire une analyse des gens qui travaillent le samedi. Regardez, Le dimanche, il y a moins de gens qui travaillent. Le samedi, il y a beaucoup de gens qui travaillent encore. 6h30. Alors, à contrario, moi je sais que je traverse tous les matins Étré. Étré qui, eux, alors par contre, ils ont totalement coupé. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient coupé à 20h, maintenant ils coupent à 21h. Mais par contre, le matin, ils ne rallument pas. À 7h30, on traverse Étré, on est dans le noir. 7h30, 8h, on regarde. Ce matin, pour un peu, je m'emplafonnais un vélo. Voilà. C'est C'est ça. pour ça qu'il faut pas. Alors par contre, là, c'est... Voilà. C'est un peu trop. Oui. Faut pas. C'est Non, parce que c'est c'est-à-dire qu'ils ont découpé à 20h le soir, les gens ont râlé, ils ont décalé d'une heure, mais par contre, l'heure qu'ils ont décalé le soir, ils l'ont rattrapé le matin. Ils n'ont pas voulu la perdre d'un point de vue économique. Ce qui fait qu'à 7h30, vous traversez les traits, vous êtes dans le noir. Donc, vous avez les piétons, les vélos, tout ça, qui vont à la régie. Attention, on a beaucoup de jeunes, entre le collège. Oui, mais le en dehors du week-end. Oui. Mais dimanche, 6h30 le matin, ça fait peut-être un peu tôt. Je pense qu'on pourrait gagner sur ces On horaires. on va faire une étude. On va faire une faire une étude. simulation. De toute façon, c'est pas très compliqué puisque le matin, on peut gagner 1 heure. Ça sera valable toute l'année. Oui. Donc c'est 365 heures. Non. Fois deux. Non, sur le samedi, ça fait... Non, c'est que le week-end. 52, 104, puisqu'il y a samedi et dimanche. Donc ça fait... 104 heures. 104 heures. En 2015, on aurait pu faire plus. Oui. Alors, la question qu'on se pose, enfin moi que je me pose, 22h, est-ce qu'on peut pas faire mieux? 21h30,
192 heures. Ben, moi, je vois mon roi, parce que moi aussi, hein, j'ai un petit peu cherché, mon roi ferme 21h. C'est plus pour 21h30, je ne le cache pas. Mon roi, d'un autre côté, la Vérine est à 21h30. C'est des villages quand même, voilà, et comme disait Sylvie tout à l'heure, à 21h30, 22h, il n'y a plus personne dans le village. On est quand même traversé Oui, par une oui. départementale très empruntée. Hein. Deux départementales, Ouais, ce qui n'est pas le cas de Montmois, par exemple, ou autre. On a peut-être, au niveau sécurité, il ne faut peut-être pas tomber trop bas non plus, hein, faire attention. Ouais, on peut refaire une commission là-dessus, mais disons Mais qu'on oui. pourrait- Il n'y en a pas eu. Non, mais il n'y en a pas eu. Alors, Ouais, oui. Oui, on peut faire une commission C'est pour ça là-dessus. que- Après, moi je propose que dans un premier temps, quand même, on fasse ça parce que de toute façon, on a dit que c'est que la première étape. Il va y avoir des études qui vont être faites aussi avec le changement Voilà. pour passer en LED, plus de luminaires Ouais, c'est ça. et tout. L'idée, c'est de faire des économies rapidement. Voilà. Ça peut être mis en œuvre rapidement. Voilà. Ah oui, oui. Voilà. Après, il faudrait qu'on paye qu'une seule fois le changement d'horloge, quoi. Parce que 250 €, autant qu'on se mette d'accord sur les Ah mais On va après, pas le faire quatre fois d'affilée. le réglage de l'horloge, c'est indépendant du changement des ampoules. C'est deux Ouais, choses ouais. différentes. Bon, on paye la programmation chaque fois, c'est ça quand même. Voilà, on paiera la programmation, elle restera valable pour de toute façon. Non, mais si on la remodifie, on va la repayer, quoi, c'est Oui, ça. bah, à parce que- chaque fois qu'ils interviennent. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette d'accord. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. si on change 9h35, tiens. Voilà. Hop Et c'est quoi, c'est 250 € chaque fois? Alors, On va peut-être pas passer la soirée pour choisir l'heure. non, Ouais. On peut mais peut-être faire une commission pour ça. 22 Oui. Attends, il y a quand même des communes qui ont changé depuis quelques mois leurs horaires. Ouais. Donc on va peut-être pas repousser. quoi. Non, mais qu'on se décide. Ah ben, justement, je pense qu'on est réunis pour se décider. alors, de toute façon, 6h30 le matin en semaine, c'est indispensable. Bon, effectivement, le week-end, on peut décider 7h30. Une heure de moins le week-end. 7h30 samedi et dimanche, si tout le monde est d'accord, déjà sur cette base-là. Hein donc le matin, en semaine, 6h30, samedi et dimanche, 7h30. Bon, la question après, c'est 21h30. Question. On va vite fait. On va la tour de table. Ouais. On va pas, Alors, qui veut 21h30? Voilà. Qui veut 22h? Non, voilà, Voilà, c'est ça. donc on reste. Voilà. on va pas- Donc, on va vous proposer donc de voter pour une modification de la programmation qui va nous faire passer l'économie des 2000 € du coup avec 104 heures de moins derrière. Donc on va solliciter le SDER délégataire pour avancer l'extinction de l'éclairage public de 23h à 22h en semaine et en week-end sur l'ensemble, et le matin, samedi et dimanche, de 6h30 à 7h30. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord sur le principe? Donc je vais vous proposer... Et oui, de changer. Moi, j'aime changer, comme ça, on se fait reculer, on se prend pas. Ils faut qu'ils modifient. Et donc, je vais vous proposer de voter. Alors, des votes contre, des abstentions, des votes pour. Donc, unanimité, c'est délibéré. Voilà. Restaurant scolaire. Je vais donner la parole à Nathalie Conil qui va vous présenter donc une autorisation que vous pourriez me donner pour signer un avenant concernant le marché public du restaurant scolaire de la commune, compte tenu de l'évolution à la hausse ou à la baisse des prix des matières premières, et surtout lié à une circulaire, une ordonnance gouvernementale derrière pour essayer d'accompagner les prestataires. Vas-y, Nathalie. Alors, 02 06 2022 01
relatif à l'accord cadre pour la fourniture de repas en liaison froide au restaurant scolaire. Donc le prestataire, c'est Restoria. Donc je vous fais part du courrier de Restoria qu'on a reçu en mairie le 16 décembre 2022. Face à la situation inflationniste qui ne fait malheureusement que perdurer, Restoria explique que les modalités de la clause de révision de prix annuel ne suffisent pas à compenser les nouvelles hausses de matières premières et de masse salariale. Lors d'un rendez-vous avec les services préfectoraux, le 19 octobre dernier, en présence des responsables du contrôle de légalité sur la base d'un récent avis du Conseil d'État en date du 15 septembre 2022 et de la circulaire de la Première ministre du 29 septembre 2022, une réflexion a été menée pour l'élaboration d'un outil juridique permettant d'apporter une modification des contrats qui couvrirait l'ensemble de la période de volatilité des prix qui tiendrait compte de leur évolution à la hausse comme à la baisse, tout en garantissant l'équilibre économique du marché. Il a donc été convenu avec les services préfectoraux que l'entreprise Restoria devait travailler à l'élaboration d'une nouvelle clause de révision des prix. Il est donc proposé une nouvelle formule de révision qui tient compte de l'évolution à la hausse comme à la baisse des prix de matières premières et des frais de personnel. J'ai oublié... non. Cette nouvelle formule de révision prend aussi en compte la circulaire de la Première ministre du 29 novembre 2022, incluant à la fois les indices INSEE et les prix réellement constatés. Donc, je vous soumets la proposition d'avenant de Restoria portant modification du marché public au visa de l'article L 2194-1-5 et de l'article R.2194-5 du Code de la commande publique, motivé par les circonstances imprévisibles que constituent les hausses de prix des matières premières et les coûts d'énergie, en s'appuyant sur l'insertion d'une nouvelle clause de révision des marchés. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Non. Donc, voilà. Donc, je vous demande de bien vouloir autoriser Madame le maire à signer l'avenant et tout autre document s'y afférent. Donc, y a-t-il des questions? Je vous ai envoyé le compte rendu vraiment rapidement cet après-midi. Suite à ça. Donc, on passe au vote. Il n'y a pas de questions. Donc, des contre. Des abstentions, des pour. Merci. Merci beaucoup. Bon, faut espérer que les choses vont se tasser rapidement et qu'on n'aura pas de gros. On aura peut-être un peu à la hausse. Il faut espérer que ça redescendra un peu à la baisse, même si on n'y croit pas trop. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre disponibilité. Il est 21h30, donc la séance est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous donc une bonne fin de soirée, puis encore une bonne année 2023. Merci.